C'est vraiment un honneur de faire une présentation dans une institution aussi célèbre que le Collège de France. Tout d'abord, je voulais remercier Philippe Sansonetti. Comme Philippe a déjà dit, il était mon mentor pendant mon stage postdoctoral et on est de très bons amis. J'ai beaucoup appris chez Philippe quand j'étais à l'Institut Pasteur et pas en dernière place, j'ai appris un peu de français chez lui. Et malheureusement, il y a presque 20 ans que j'ai quitté l'Institut Pasteur, donc mon français est un peu rouillé. Donc, d'abord, je m'excuse pour mes fautes, mais n'hésitez pas à m'interrompre pendant les topos si vous avez des questions. Donc, comme je pense, c'était les thèmes généraux de ces cours que Philippe a offert au Collège de France, c'est que les maladies infectieuses sont en effet des tragédies qui affectent la vie des sociétés et des individus. Donc, dans cette peinture qui est au Camposanto à Sienne, c'est une des rares peintures qui représente la peste au fond du Moyen-Âge en Europe, où, comme vous savez, plus de la moitié de la population d'Europe est décédée. Et c'était vraiment, ça a changé vraiment les cours de l'histoire. Dans notre vie de chaque jour, il y a aussi les maladies infectieuses sont toujours une cause de mort très importante dans les sociétés. Mais beaucoup des infections qui, même si sont des problèmes transitoires, qui sont guéris par nos systèmes immunitaires. Et c'est ça qui intéresse beaucoup mon labo. Et comment est-ce que ça se fait que devant des pathogènes qui ont évolué, des différentes protéines et différents mécanismes de pathogénèse, on arrive toujours à se guérir. Quels sont les mécanismes que notre système immunitaire a évolué pour pouvoir combattre cette pathogène? Donc, c'est un peu la même diapo que Philippe vient de vous montrer. La première réponse immunitaire, c'est l'inflammation. Et comme Philippe a vous montré dans les alvéoles du poumon, ici, c'est une diapo un peu plus générale. Les maladies microbiennes sont toujours parce qu'il y a un microbe qui peut croiser une membrane d'une espèce de frontières et que c'est toujours un épithélium. Il y a des cellules qui, dans les alvéoles, c'est les macrophages alvéolaires qui font des signaux pour recruter des cellules, des globules blanches qui vont échapper du sang jusqu'au lieu de l'infection, et là, ils vont tuer les microbes. Donc, dans une inflammation qui fonctionne d'une façon efficace, ces cellules qui vont tuer les macrophages sont les neutrophiles, et la plupart des Français sont très effectives et sont capables de tuer tous les microbes. Donc ça, c'est une image un peu biaisée de la constitution des angles dans une personne saine. Il y a beaucoup de globules rouges. Il y a aussi des globules blanches ils ont de différentes capacités pour tuer les microbes. Et ici, il y a des monocytes, des eosinophiles, et aussi ces neutrophiles que vous verrez, c'est la cellule dans laquelle on se focalise le plus. Mais ce qui est important, c'est que les différentes cellules blanches ont des différentes capacités pour tuer les microbes, de la même façon que les super-héros comme Superman ou Batman ou les hommes araignées ont des caractéristiques spéciaux par lesquelles les super-héros arrivent à tuer comment est-ce qu'on dit, les malheureux? Les méchants, merci. Donc, un des effets les plus importants des cellules phagocytées, c'est la phagocytose qui était décrite par Elie Metchnikov. Elie Metchnikov était un biologiste russe qui était recruté à l'Institut Pasteur, par Louis Pasteur. Il était quelqu'un qui avait une observation très importante, qui c'est que les cellules phagocyteuses peuvent faire de la phagocytose. Donc ça, c'est une cellule humaine, c'est un neutrophile humain. Vous pouvez reconnaître la cellule humaine, les neutrophiles, parce qu'il y a ce noyau qui a une morphologie lobulaire et tout ce type de granules. Ça, c'est un film qu'on a fait chez nous. Ça, c'est une neutrophile humaine qu'on a infecté in vitro avec Shigella, une bactérie. Et vous pouvez voir que le neutrophile est attiré par la bactérie, que cette cellule est en train de phagocyter, ça veut dire mettre cette bactérie dans une vacuole. Cette vacuole va être après complément. Vous voyez ici la bactérie. Maintenant, tous ces différents granules sont en train de fusionner avec la vacuole. Et ces granules de neutrophiles ont plein de différentes protéines antimicrobiennes
il y a la capacité de former des radicales d'oxygène, et ces combinations de protéines antimicrobiennes et de radicaux d'oxygène vont tuer les bactéries dans la phagocytose. Donc, ces processus de phagocytose, c'est extrêmement important. Des gens qui ne peuvent pas faire de la phagocytose ont des infections très importantes et meurent très très jeunes. Ce que Philippe a déjà mentionné, c'est qu'il y a 4 ans, on a décrit une 12e façon que les neutrophiles ont développé pour tuer des microbes. Donc ça, c'est une microscopie de balayage aussi des neutrophiles humaines qui étaient activées in vitro. C'est la même chose que vous avez vu dans les films. Il y a cette cellule, par exemple, ces neutrophiles, il n'y a que des neutrophiles ici. Le neutrophile est très très plat parce que c'est en train de se déplacer dans ce cas sur la lamelle. En essayant de trouver des microbes pour les manger, vous voyez ici des structures que la membrane des neutrophiles fait pour attraper les microbes et faire de la phagocytose. L'autre chose qu'on a observée, c'est ces structures qui sont extracellulaires, ça veut dire dehors de la membrane de la cellule, qu'on a appelées NETs, parce qu'en anglais c'est Neutrophil Extracellular Traps, sont comment est-ce qu'on dirait traps en français? Pièges. Ce sont des pièges extracellulaires que le neutrophile a fait. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait les NETs. Donc, qu'est-ce que sont ces NETs? C'est ce que je veux bien vous présenter. Donc, il y a 5 questions que je voudrais parler aujourd'hui. Qu'est-ce que sont les NETs? Comment on les fait? Qu'est-ce que c'est ces activités antimicrobiennes? Est-ce qu'elles sont relevantes dans l'immunité? Et finalement, voir les côtés noirs des NETs, que c'est la haute immunité. Donc, si on commence, qu'est-ce que sont les NETs? Je vais essayer dans quelques manips vous montrer comment est-ce que fait le travail. Donc, les souris, c'est un modèle qui n'est pas trop bon pour les neutrophiles. Les neutrophiles des souris sont différentes que les neutrophiles humaines. Donc, la plupart des manips que je vais vous montrer, c'est avec des sangs qu'on prend soit des personnes saines, soit des patients avec des modifications génétiques qu'on n'a pas parlé. Donc, on prend la sang, on prend du sang. Les neutrophiles font presque 70% des globules blanches, donc on peut avoir beaucoup de cellules si on prend, disons, 30-40 millilitres de sang. On prend la sang, on divise les cellules par une centrifugation, ça veut dire que c'est une séparation qui dépend de la densité des cellules, et on arrive à avoir des populations de neurophiles qui sont très pures. Plus que 98% des cellules qu'on a à la fin de ces processus sont des neutrophiles. Ça, ce n'est pas très difficile à faire. C'est une procédure qui prend, disons, 2 heures. Donc ça, c'est une neutrophile qui était activée in vitro. Et on l'a coloré avec des anticorps à différents composants de la cellule. Au début, on a pris des anticorps avec l'élastase, qui c'est la protéine qui a des activités antimicrobiennes et qui s'est toujours très bien focalisée dans des granules des neutrophiles. Donc, si vous voyez par exemple cette cellule ou cette cellule qui n'est pas encore activée, vous voyez que l'élastase, c'est que dans les granules de la cellule. Mais si vous voyez cette cellule qui est déjà fait un net, vous pouvez voir aussi ici qu'il y a des vertes, que l'élastase s'est bien distribuée dans tous les nets. Dans les nets, il y a aussi des histones et des DNA. Les DNA avec l'histone forment la chromatine, qui sont ces DNA bien élaborés sur des histones. Et dans une cellule qui n'est pas activée, les histones et les DNA sont que dans les noyaux. Mais dans les nets, on peut voir aussi la chromatine. Donc, finalement, les nets sont de l'ADN qui conserve la plupart des histones. Et dans ces histones, il y a au-dessus des molécules antimicrobiennes. Pour savoir combien de protéines il y a sur ces nets, on a coupé les nets avec une enzyme qui coupe l'ADN. On a fait de la protéomique, ça veut dire on a fait de la spectroscopie de masse. Et on a identifié toutes les protéines qui sont dans les nets. On était surpris qu'il y a une trentaine de protéines qu'on peut trouver dans les nets. Et si vous êtes très intéressé, on a mis toutes ces données dans les nets. Si vous allez dans cette net, vous pouvez voir toutes les protéines qu'il y en a, la microscopie et la quantification de ces protéines. Maintenant, on peut voir un peu plus en détail la structure des nets. Donc, j'ai mis ici la même photo que vous avez vue avant. Voilà le neutrophile qui n'est pas activé et la neutrophile qui a déjà fait un net. Et si on voit, si on amplifie cette partie-là,
Ça, c'est la microscopie d'immunofluorescence, ça, c'est la macroscopie de balayage électronique. On peut voir que les nets sont faits de fils très très fins, à peu près 15 nanomètres, qui ont décoré par ce type de globules de protéines qui sont autour de lui. Donc, c'est rare de voir des nets si isolés comme celui-là. Presque tout le temps, ils sont collés un à l'autre et sont complètement couverts de ces globules. Et si on continue à voir sur ici, on a amplifié cette partie-là, mais maintenant on fait une amplification un peu plus grande sur ces fils de nets. Et on fait en plus un marquage avec les anticorps. On a décrit que si on prend les nets, la partie nue des nets, on peut les marquer avec des anticorps avec histone, comme vous voyez ici. Donc les nets sont de la chromatine qui était ouverte pour faire un fil très, très, très large. Et au-dessus de ça, dans la partie plus globulaire des nets, il y a aussi, dans ce cas, on a marqué avec un antipore avec l'élastase. Donc, dans la structure des nets, on voit que c'est des chromatines qui étaient découplées, on dirait, et qu'après est décorées avec ces globules de protéines. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un cas dans la biologie humaine où une cellule jette son propre chromatine pour faire une structure extracellulaire. Donc, ça m'amène à la deuxième question que je voudrais vous dire où on est, c'est comment est-ce que les nets sont produits. Donc là, je vais aussi vous montrer un film. Un des problèmes des neutrophiles, ce sont des cellules très différenciées, ça veut dire qu'ils sont faits dans la moelle osseuse, ils sont différenciés là, et quand ils sont de la moelle osseuse à la circulation, ils sont incapables de se reproduire. En effet, ils ont une vie très courte dans la circulation d'à peu près 6 heures. Donc, on n'a aucune chance de faire de la génétique ou ce type de choses dans des neutrophiles. Il faut faire que de la biologie cellulaire. Donc, je vais vous montrer un film où, une autre fois, on a pris des neutrophiles de sang humain et on l'a marqué avec 3 couleurs. La première couleur, c'est un marqueur en bleu, que c'est un couleur que les cellules, c'est un bleu qui s'est retenu par les cellules vivantes. Dès que les cellules sont mortes, les cellules vont perdre le bleu. Le deuxième marqueur, c'est un marqueur de mort cellulaire qui est marqué en vert. Et ce qu'on a fait dans ce film, c'est que la concentration de ce marqueur est dans une concentration très très basse, donc on ne peut pas le voir dans les microscopes qu'on utilisait. Et uniquement quand cette marqueur vert est concentré dans ces cellules mortes, il va apparaître parce que la concentration va être au-dessus de la sensibilité des microscopes. Et finalement, à part de ces bleus et ces verts, on a ici un troisième marqueur, cette fois en rouge, que c'est des anticorps, c'est que la partie des anticorps qui reconnaît les molécules, que dans les films que je vais vous montrer, c'est un anticorps contre l'élastase, que je vous ai déjà montré que l'élastase fait partie des nets. Donc cet anticorps, c'est aussi dans des concentrations très basses, donc les microscopes ne peuvent pas l'enregistrer. Et quand les nets vont se former, l'anticorps peut être recruté au net, et à ce moment-là, les nets vont être marqués par l'anticorps. Donc, voilà les films. C'est un film qui dure, les processus, ça dure à peu près 3 heures. Évidemment, c'est accéléré ici. Et vous pouvez ici voir qu'il y a 2 macrophages, 2 neutrophiles. En bleu, ça veut dire qu'ils sont vivantes. Et si vous regardez, ici, il y a des processus où le noyau est condensé et puis c'est expandu, mais la cellule est toujours vivante parce qu'elle est bleue. Et après 3 heures, vous verrez une haute contraction et à ce moment-là, il y a le relâchement des nets au même moment où les cellules sont mortes. Donc, on peut voir que c'est le même processus d'une façon plus stationnaire. Ça, c'est de la microscopie des transmissions. C'est aussi avec des neutrophiles humaines d'une personne saine. Et voilà, c'est une cellule tout à fait naïve, ça veut dire que cette cellule n'était pas activée. Et vous pouvez voir les noyaux avec les différents lobules, et vous pouvez voir aussi les différents granules de la cellule des neutrophiles. 60 minutes après l'activation, vous voyez que les lobules des neutrophiles sont perdus. Maintenant, les noyaux est tout à fait circulaire. La distance dans entre les 2 lamelles de nucléus s'est expandue. Et vous pouvez, si vous
on peut voir aussi qu'il y a moins de granules. Plus impressionnant, c'est 2 heures après l'activation des neutrophiles, parce qu'ici, c'est la chromatine, mais vous pouvez voir qu'il n'y a plus de membrane entre les noyaux et les cytoplasmes. Cette espèce de vacuole qu'on a formée ici, on a pu démontrer avec l'immunomicroscopie que ça, c'était la membrane nucléaire. Et dans ce moment-là, il y a les différentes molécules du cytoplasme s'accrochent au net pour faire le net. C'est pour ça qu'on était surpris qu'il n'y a que 30 protéines dans le net, parce qu'ici, on a l'impression que la chromatine a accès à toutes les protéines des cytoplasmes. Donc, comment est-ce que la chromatine sélectionne les protéines qui vont finir dans le net? C'est un processus qu'on ne comprend pas. Finalement, 3 heures après l'activation, vous voyez que presque toute la cellule est occupée par la chromatine. Cette cellule est toujours vivante. On peut voir ça dans les films grâce aux marqueurs de vitalité, comme c'est viability, et aussi parce qu'elle n'était pas reconnue par les marqueurs de mort cellulaire. Et ça, on pense qu'à ce moment-là, il y a une contraction avant que ces nets sont relâchés dans les milieux cellulaires. La mort cellulaire, c'est un processus qui est décrit pour d'autres choses. Ça, c'est des neutrophiles d'un seul donneur qu'on a divisé en 3 différents échantillons. Dans un d'eux, on a induit l'apoptose, qui est un mort cellulaire programmé. Et c'est ce neutrophile, comme a été démontré par beaucoup de chercheurs, ce neutrophile est capable de faire de l'apoptose. Vous voyez la concentration de chromatine dans les noyaux et la vacuolisation des cytoplasmes, que c'est classique pour l'apoptose. Donc le neutrophile peut, si on stimule dans la bonne façon, faire de l'apoptose. On peut induire aussi la nécrose, qu'on fait avec des protéines qui font des trous dans la membrane cellulaire. La nécrose, c'est une façon de mordre très très vite, ça prend des minutes. Et il y a une morphologie où les noyaux changent de forme, mais la membrane cellulaire n'est pas affectée. Et finalement, on pense qu'on est en train de décrire une nouvelle forme de mort cellulaire, qu'on appelait la nétose. Et cette nétose s'est caractérisée parce que les membranes intracellulaires sont perdues avant que la membrane cytoplasmique ait un compromis. Et ce qui est important dans ces formes de nétose, c'est que la chromatine est intacte, ça veut dire que l'ADN n'est pas coupé, et ça permet la formation des nets. Comment est-ce que se forment les nets d'une façon moléculaire? C'est plus compliqué. On s'est rendu compte que la même chose, les mêmes stimulateurs qui induisent la nétose induisent la formation des radicales d'oxygène. Donc, la formation des radicales d'oxygène, je pense que ça devient très très à la mode. Donc, c'est par laquelle l'oxygène, une enzyme qui s'appelle la NADPH oxydase, prend l'oxygène et met un électron dessus. Donc, ça peut former un superoxygène. Ça, c'est une molécule très très réactive qui peut modifier les acides nucléiques, les protéines, les lipides, etc. etc. C'est important de se rappeler que ça, c'est une molécule qui a une vie très très courte, qu'on peut mesurer dans les picoseconds. Et peut-être, ce n'est pas la plus importante des oxygènes réactifs. Puis, cette molécule peut dismuter à hydrogen peroxydase, peroxydase d'oxygène, qu'on peut acheter à la pharmacie comme eau oxygénée. Et cette molécule aussi, c'est très réactive avec beaucoup de protéines et a une activité microbienne très importante. Comme je viens de dire, on peut l'acheter comme eau oxygénée pour tuer des microbes. Ça, c'est une des molécules, la seule molécule qui peut traverser les membranes cellulaires. Et peut-être ça, c'est une molécule qui est importante aussi pour l'activité antimicrobienne des neutrophiles. Finalement, il y a une autre enzyme qui s'appelle la myéloperoxydase, qui est la protéine la plus abondante dans les neutrophiles, qui prend les peroxygènes et fait ce type d'acide. Ça, c'est l'eau-javel. Ça, c'est beaucoup plus stable que les autres activités, les autres radicales d'oxygène. Et cette eau-javel a aussi une activité antimicrobienne très importante. Donc, comme je disais, on a vu que les mêmes activateurs des nets activaient la production des superoxydes et la formation des nets. On s'est dit peut-être si on arrive à se débarrasser de l'ADN oxydase, on peut limiter la production des nets, et on a démontré ça d'une façon pharmacologique. Beaucoup plus intéressant, c'était de commencer à travailler avec des neutrophiles isolés, avec des patients d'une maladie qui s'appelle la granulomatose septique chronique, ou CGD en anglais.
Ça, c'est une maladie génétique dans laquelle les patients ont des mutations dans l'enzyme de NPH oxydase. Ces patients sont nés et ont un déficit dans l'activité des neutrophiles et meurent très jeunes des infections très sérieuses. La cause de mort plus importante dans les patients CGD en Europe, c'est des aspergillosis, des infections avec un champignon. Mais les autres infections, par exemple avec les streptocoques et les staphylocoques, sont aussi très importantes. Donc, on a réussi à travailler avec des patients CGD qu'on a reçus au début de la Charité, que c'est l'hôpital autour de notre institut, et après avec les hôpitaux d'enfants malades de Zurich. Donc, ici, des neutrophiles qu'on a isolés de ces patients et colorés avec les mêmes marqueurs qu'on a colorés avant, ça veut dire la neutrophile élastase pour marquer les granules, et un monoclonal qui reconnaît la chromatine. Donc, si on prend des neutrophiles et on ne les active pas, on voit la distribution de ces marqueurs que c'est tout à fait comme des patients normaux. L'élastase est dans les granules et la chromatine est dans les noyaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en non active, on ne voit pas de net. Donc, vous voyez que ces cellules s'est activées, qui est beaucoup plus plat que la cellule naïve, mais l'élastase est toujours dans les granules, le noyau est là, toujours lobulé, il n'y a pas de net. Donc, c'était une des démonstrations que l'oxydase est importante pour la formation de net. Mais je mentionnais dans ce diapo-là que la eau oxygénée, les peroxydes d'hydrogène, ça peut traverser les membranes. Et si on prend les neutrophiles des patients CGD qui ne produisent pas de superoxygène, mais on les incube directement avec les peroxydes d'hydrogène, on peut arriver à faire des nets. Donc, c'est une espèce de complémentation pour voir que les défauts dans ces patients CGD, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire des nets. Donc, pour continuer dans les processus de formation de nets, je viens de vous dire qu'il y a les neutrophiles, produisent des superoxydes, c'est dans les premières 20 minutes après l'activation, et on voit les premiers changements morphologiques 60 minutes après l'activation. Donc, on a commencé à se demander qu'est-ce qui se passe après l'activation, la production de superoxygène dans des cellules. Donc, ça, c'est une question difficile à répondre parce qu'on ne peut pas faire des expériments génétiques avec cette cellule. Donc, on a fait une autre espèce de manip. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des neutrophiles, on a cassé les neutrophiles et dans des conditions spéciales, on a pris les noyaux et les cytoplasmes. Et ce qu'on a démontré, on a vu, c'est que si on prend les noyaux et on l'accube sans rien, avec un tampon, la morphologie du noyau est toujours très lobulée. Mais si on prend les mêmes noyaux et on l'incube avec les cytoplasmes des neutrophiles, les noyaux s'expandent et font les mêmes phénomènes qu'on a vus in vivo. Donc, c'est peut-être une nétose sans cellules. Et voilà les données. Ça, c'est les noyaux des neutrophiles dans un tampon. Vous voyez voir que le neutrophile est petit, le noyau est toujours petit et lobulé. Mais si on met ça avec des cytoplasmes des neutrophiles, il y a une expansion très claire des noyaux et les noyaux sont plus lobulés. Donc, on peut prendre ces images et faire un programme d'ordinateur pour mesurer la surface qui est couverte par les noyaux et pour quantifier l'activité des différentes activités. Donc, si on prend les noyaux des différentes cellules, soit des cellules en culture, soit des autres globules blancs, soit des neutrophiles, et on les incube avec un tampon, les noyaux sont toujours très petits. Si on les incube maintenant, les noyaux des neutrophiles avec les cytoplasmes des différentes cellules et des autres cellules blanches, les noyaux sont toujours petits. Mais si on les incube, les noyaux des neutrophiles avec le cytoplasme des neutrophiles, on voit cette expansion. Ça veut dire que l'activité d'expansion des neutrophiles, des noyaux, est très spécifique pour les neutrophiles. Et dans un diapo que j'ai oublié, on peut démontrer que la spécificité, c'est que dans les cytoplasmes, pas dans les noyaux. Donc, on a utilisé ce système pour faire de la biochimie et purifier les facteurs qui arrivent à faire cette expansion des noyaux. Et on a démontré que c'est l'élastase. Donc, ici, dans une manip
que je pense résume tous les systèmes, on voit que si on a un neutrophile naïf, dans les granules, il y a les neutrophiles, l'élastase des neutrophiles, et aussi une autre protéine qui s'appelle protéinase 3, qui dans ces manips on utilisait comme marqueur des granules. Et dans les noyaux, il n'y a que de la chromatine. 60 minutes après l'activation, vous pouvez voir que l'élastase a migré des granules jusqu'au noyau et que la protéinase 3 est restée dans les granules. Ça veut dire qu'il y a un système spécifique pour le transport de l'élastase jusqu'au noyau, que c'est une autre fois une chose qu'on ne s'attendait pas, parce qu'il n'y a pas de précédent pour une protéine qui, d'une façon spécifique, peut s'échapper des granules. Donc, ce qu'on pense maintenant des systèmes de formation de nets, et on est très au début de nos recherches pour pouvoir savoir ce mécanisme, c'est que les neutrophiles, quand il est activé, il y a la production de superoxygène. Cette superoxygène induit d'une façon qu'on ne connaît pas les relâches de l'élastase des granules jusqu'au noyau, et que ça commence cette décondensation de la chromatine qui permet la formation de nets. Donc on est là. J'espère que dans quelques années, je vais vous raconter le reste de l'histoire. Ce n'est pas évident de continuer. Donc, pourquoi est-ce que les neutrophiles forment des nets? Donc, on pense que l'activité principale des nets, c'est de rattraper et de tuer des microbes. Donc, ici, j'ai mis une autre fois les neutrophiles. Vous voyez ici la cellule qui a fait des nets. Si on se concentre dans cette partie-là des nets et on fait une manip où on prend des neutrophiles et on infecte ces neutrophiles à différents pathogènes, on peut démontrer que ces nets que vous voyez ici sont très liés aux bactéries. Dans ce cas, c'est un gram négatif, Shigel, donc je pense que vous avez beaucoup entendu ce qui cause la dysenterie. Et aussi, c'est un staphylocoque qui cause aussi des maladies très importantes comme l'otite, etc. Et vous voyez qu'aussi, il y a une liaison très, très étroite entre les nets et les microbes. Comment est-ce que cette net, on peut reconnaître des microbes qui sont si différents? On ne comprend pas très bien, mais on suppose, et on a des manips qui indiquent qu'on a peut-être raison, c'est que c'est une liaison tout à fait électronique, et parce que les nets sont très cationiques et les bactéries sont plutôt anioniques, c'est pour ça que les nets arrivent à fixer les nets arrivent à fixer les bactéries et les bactéries ne peuvent pas bouger et sont concentrées dans un endroit. La deuxième activité des nets, c'est de tuer les bactéries. Et pour démontrer ça, on a fait un manip où on a pris des neutrophiles qui étaient d'un donneur sain. On a induit la net. Ça veut dire que quand il y a beaucoup de nets, il n'y a pas de phagocytose parce que les cellules sont déjà mortes. Et après, on a infecté avec des différents pathogènes. On infecte pour 20 minutes. Après ça, on compte combien de bactéries sont vivantes et combien de bactéries sont mortes. Et on peut mesurer l'activité antimicrobienne des nets. Et c'est la première manip pour démontrer que les nets ont des activités antimicrobiennes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des nets qui sont tout à fait saines. Et on a pris aussi un échantillon où on a cassé les nets avec une enzyme qui coupe l'ADN. Donc, si on mesure la mort bactérienne en l'absence de DNA, ça veut dire en présence de nets, on voit en 20 minutes que ces cultures peuvent tuer plus de 25% d'une culture de Shigella et plus de 30% d'une culture de Staph. Mais si on détruit les nets avec les DNA, il n'y a aucune mort bactérienne dans ces cas. Donc, c'est la première démonstration pour dire que peut-être les nets ont en effet une activité antimicrobienne. La deuxième activité qu'on a mesurée, c'est qu'on fait une manip très similaire, mais dans ce cas, on a pris les neutrophiles, on a induit la production de nets et on a couvert les nets avec des anticorps, soit un anticorps contrôle ou un anticorps anti-histone. Et on voit que si on met un antibol contrôle, l'activité antimicrobienne est très bonne pour Shigella, pour Staphylococcus et aussi dans ce cas-là contre Bacillus anthracis. Mais si on met un anticorps contre les histones, on bloque cette activité antimicrobienne de net. Et on pense que cette manip a deux
possibles interprétations. La première, c'est que quand on couvre les nets avec des anticorps, on empêche les contacts de la bactérie avec les nets et que les bactéries ont besoin de ces contacts pour la mort bactérienne. Ça, c'est une interprétation. La deuxième interprétation, c'est que c'est les histones, la molécule la plus puissante contre la protéine qui a l'activité antimicrobienne la plus puissante dans les nets. Ça, on redécouvre des données des années 50. On a déjà démontré que les histones, c'est une des protéines les plus effectives contre les microbes qu'il y en a. Et si l'activité antimicrobienne des histones, c'est un effet important dans l'immunité, c'est une question qu'on est très intéressé à répondre. OK. Donc, je vais vous montrer comment on fait les nets. Je vais vous montrer qu'in vitro, les nets ont une activité antimicrobienne. Et la question, est-ce que les nets sont importants en vivo? Donc, la première question, est-ce qu'on peut voir les nets en vivo? Et ça, c'est un neutrophile, c'est une microscopie de balayage. C'est un neutrophile, tout ça, qui est en train de manger un champignon. Dans ce cas-là, c'est Aspergillus. Ça, c'est la forme longue, les IFA, on dit, des Aspergillus. Ça, les Aspergillus vont être, je ne sais pas, 5-6 fois plus long que ça. Et vous pouvez déjà voir que le neutrophile ne peut pas arriver à phagocyter une structure si longue qu'un champignon. Donc, c'est clair que dans des infections de champignons, la phagocytose des neutrophile ne peut pas être très, très importante. Donc, on a décidé de voir si la formation des nets et on a fait des infections expérimentales dans des souris. Dans ce cas-là, on a infecté avec un autre champignon, avec Candida albicans. Et je vous montre ici, ça comme Philippe a déjà vous montré, la structure des poumons. Ça, c'est les alvéoles, ça, c'est un bronche, et ça, c'est une région qui est très inflammée, où il y a beaucoup de neutrophiles. Si on se focalise dans ces parties-là, vous pouvez déjà voir, par exemple ici, des levures qui sont en train de faire des IFA qui sont classiques pour le Candida, parce que Candida a deux faces. Et vous pouvez aussi voir ici des structures qui sont beaucoup comme les nets. Donc, si on voit dans une amplification plus grande, vous pouvez avoir ici toutes ces nets qui sont en train de couvrir les champignons. On sait que ça, ce sont des nets et pas des autres fibres, parce qu'on peut les colorer avec des anticorps, des choses qui reconnaissent que les nets. C'est parce que la ultrastructure, ça veut dire les dimensions des différents composants de nets, on peut les mesurer avec des amplifications plus grandes. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'in vivo, on peut voir les nets d'une façon très, très claire. Donc, la partie si est-ce que les nets sont importants ou pas, je vais vous raconter une histoire qu'on a eu la chance de participer. Et c'est un patient qui avait CGD. Si vous vous rappelez, j'ai déjà présenté la maladie de CGD. Ce sont des enfants qui ont une mutation dans l'oxydase et qui ne peuvent pas faire des superoxydes et ne peuvent pas faire des nets. Donc cet enfant, il était en Suisse, il était à Zurich, à l'hôpital à l'hôpital des enfants malades de Zurich. Et il avait à peu près 10 ans. Et les 4 derniers ans de sa vie, il a passé dans un bubble, dans une bulle, parce qu'il avait une infection très, très sérieuse avec Aspergillus. Donc, il était très, très malade, et la façon normale de traiter ces patients, c'est de faire une transplantation de moelle osseuse. Mais pour faire une transplantation de moelle osseuse, il faut déprimer le système immunitaire des patients pour faire espace pour la transplantation d'une nouvelle moelle osseuse. Et les médecins à Zurich, on a eu peur que cette immunosuppression, c'était trop pour ces petits enfants et qu'ils ne pourraient pas survivre cette suppression. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de la thérapie génique. Ils ont pris les sangs de ces malades qui ne peuvent pas faire des nets. Ils ont pris les gènes les gènes sains pour la production, pour l'oxydase. Ils ont transmis ces gènes dans les neutrophiles qui ont extrait du même patient et ils ont mis ces neutrophiles recombinantes de retour sur les patients. Donc, je vais vous montrer des données sur ces patients. C'est une mesure de la production d'oxygène. Dans ce côté-là,
c'est divisé, c'est la production d'oxygène. Si on prend un patient contrôle, on prend les neutrophiles et on met sous la production de superoxygène, si chaque un de ces points, c'est une cellule, et dans ces cas-là, presque tous les neutrophiles, presque 100% des neutrophiles sont positifs pour la production de superoxygène. Si on prend les patients avant la thérapie génique, on voit qu'aucune des neutrophiles sont capables de produire des superoxydes, mais si on prend les mêmes patients après la thérapie génique, on voit qu'à peu près 30% des neutrophiles sont capables de faire des superoxygènes. Donc ça veut dire que la transgénèse, la thérapie génique a fonctionné. Ce que c'était aussi intéressant, c'est que si on a pris les neutrophiles du même patient et on induit la production de NET, ici les NET sont colorés qu'avec un marqueur pour l'ADN. Ici, il y a les neutrophiles d'un contrôle d'un patient sain de la même âge que l'enfant et vous voyez que toutes les neutrophiles sont capables de faire NET. Avant la thérapie génique, ces patients, comme on avait déjà démontré avec des patients à Berlin, ne pouvaient pas faire des nets. Vous voyez que les noyaux sont toujours petits et lobulés. Mais après la thérapie génique, on a vu qu'à peu près 30% des neutrophiles de ces patients arrivaient à faire des nets, comme vous voyez ici, que c'est marqué avec cette flèche. Et ce que c'était aussi intéressant, c'est qu'on a pris l'aspergillus, la souche d'aspergillus qui était dans les poumons de cet enfant. On a essayé de voir l'activité antimicrobienne, anti-aspergillus des neutrophiles de ces patients. Une autre fois, on a pris un contrôle. Et ce contrôle, on voit l'activité antimicrobienne était très effective s'il y avait des NETs, pas si effective s'il n'y avait pas de NETs. Avant la thérapie génique, il n'y avait pas aucune activité anti-aspergillus dans ces patients. Et après la thérapie génique, on a reconstitué l'activité des NETs et l'activité antimicrobienne des NETs contre aspergillus. Et ce que c'était le plus impressionnant, c'est cette photo-là, c'est les MRI de cette patiente. Voilà le cœur, mais vous voyez tous les nodules d'aspergillus qu'il avait dans les poumons de ces patientes. Et 2 semaines après la thérapie génique, c'est tout à fait guéri. Ce que c'était plus impressionnant, qu'après 4 ans que cette patiente était dans une bulle, elle est sortie de bulle, elle a fait une vie tout à fait normale, et elle continue à faire une vie normale. Il continue à faire une vie normale qui c'était très intéressante du côté humain pour donner une opportunité à un patient là. C'est qu'un patient qui a eu ça, mais je pense que c'est aussi une indication que la récupération de la capacité de former des NET, c'est très important pour l'activité immune au moins contre les infections des champignons. OK, pour finir les topos, dans l'immunité, c'est clair qu'en combattant les pathogènes, on crée des situations qui sont aussi dangereuses pour l'hôte. Donc, les NET, comme tuent les processus inflammatoires, ont un côté bon et un côté mauvais, comme ici, Milou est en train de faire une décision. Donc, le côté noir des NET, c'est l'auto-immunité. Donc pour ça, on vient de commencer à travailler sur ces sujets. Et je vais vous introduire une maladie très sérieuse, qui c'est le lupus. C'est une maladie auto-immune chronique qui affecte beaucoup plus de femmes que des hommes. Et dans ces maladies, il y a la production d'anticorps contre l'ADN, résistante, et souvent décomposés de neutrophiles. Donc depuis très longtemps, on s'est dit, est-ce qu'il y a une relation entre la formation des NET et la formation d'anticorps contre les différents composants de NET. Ce qui se passe avec les patients de lupus, c'est qu'il y a une inflammation très sérieuse dans plusieurs organes. Et l'inflammation néphrologique, c'est le plus important et aussi, dans beaucoup de cas, la cause de mort dans la maladie de lupus. Ce que c'est aussi intéressant de voir, est-ce que les infections, beaucoup de fois, commencent une attaque de lupus qui se peut se résoudre ou se peut faire une maladie chronique beaucoup plus sérieuse. Et finalement, une chose c'est aussi intéressant qu'il y a un groupe au Japon, une famille en Japon, dans laquelle le lupus est hérité et la mutation était localisée, la DNAS1. Et nous, on a montré que la DNAS1, qui est une protéine qu'on a en circulation, c'est la protéine, l'enzyme qui coupe les NETs in vivo.
Donc on s'est dit, est-ce que les nets sont importantes dans les lupus? Et pour ça, on a collaboré avec un groupe de rhumatologues à Erlangen, en Bavière, et on a reçu 200 sérums de différents patients. Et ce qu'on a mesuré dans ces sérums, c'est l'activité pour couper les nets. Donc, dans ces axes-là, on mesure la dégradation des nets. Chaque point, c'est un patient. Et quand on a révélé les codes de cette étude, on a vu que si on voit les donateurs sains de cette sérum, tous les donateurs sains sont capables de dégrader les nets plus ou moins de la même façon. On a pris un deuxième groupe dans cette étude qui ont la polyarthrite rhumatoïde, que c'est une maladie pas auto-immunitaire, mais plutôt auto-inflammatoire. Et dans ces cas-là, la plupart des patients peuvent dégrader les nets d'une façon aussi très efficace. C'était une espèce de contrôle des malades pour notre hypothèse. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a pris les sérums de lupus, il y avait en effet deux populations. Une population qui était capable de dégrader les nets et une deuxième population qui était incapable de dégrader les nets. Et ce qu'on a essayé de faire, parce que c'était un essai rétrospectif, c'est de faire une corrélation et voir pourquoi il y avait deux populations. Donc, on a recherché tous les dossiers de ces patients et on a constaté qu'il y avait deux types de patients. Si on prend les patients qui dégradent les nets, très peu d'entre eux ont eu une néphrite. Et comme j'ai déjà dit, la néphrite, c'est une des complications plus sérieuses dans les lupus. Mais si on prend les patients qui ne peuvent pas dégrader les nets, la plupart d'entre eux ont une néphrite sérieuse. Donc, on pense qu'on est en train de décrire qu'un patient qui ne peut pas dégrader les nets produit beaucoup plus d'anticorps contre les nets et que ça exacerbe la maladie de lupus. Donc, ce que je cherchais à vous raconter aujourd'hui, c'est qu'on a décrit une nouvelle forme de mort cellulaire où les noyaux s'expandent et finissent après la production des superoxydes et le regroupement de la DNase à produire des nets. Et qu'est-ce que c'est important? C'est que c'est une nouvelle façon des cellules blanches pour tuer des microbes. Ça, c'est les hommes araignées. Et comme vous savez, l'homme araignée a une capacité énorme de faire des nets. Et ces nets sont importants pour finalement attraper les pathogènes. Et que ça, c'est un système important pour notre système immunitaire. Finalement, simplement remercier les gens qui nous ont donné des patientes et Volker Brinkmann qui a fait toute la microscopie que je vous ai montrée et des étudiants qui ont travaillé sur les différents aspects de ces travaux. Merci.